Du coup, bonjour à toutes et à tous. Merci encore d'être présents pour cette petite table ronde de bon matin. J'espère que toutes et tous on est en forme. Et donc, on accueille aujourd'hui ces petits intervenants pour une table ronde sur l'historique des mouvements et des engagements étudiants. Donc, déjà, un petit point, ravi encore une fois et honoré de vous accueillir à Toulouse, dans la première ville étudiante de France. Et du coup la parole à Paul Maillot pour débuter cette réunion. Donc peut-être avant de commencer, on peut laisser les intervenantes et intervenants se présenter. On se dit que c'est aussi intéressant, un petit peu à l'instar de ce qu'on a pu faire hier matin avec les intervenantes et intervenants sur la table de logement, pour qu'ils puissent nous parler de leur expérience, d'où est-ce qu'ils viennent également eux et elles, pour aussi parler de ce qu'ils font aujourd'hui. Vas-y, je veux. Ça marche, oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Jean-Philippe Lebois, moi je suis coprésident de la Cité des mémoires étudiantes. Donc c'est la structure associative qui filme, photographie tous vos congrès et qui est en train de classer les archives de la FAGE de 1989 à 2000. Alors mon parcours à moi, c'est un parcours d'étudiant en histoire qui a été engagé à l'époque dans une structure qui s'appelait Pour un syndicalisme autogestionnaire, qui n'a pas laissé de traces, même pas une association d'anciens. Donc voilà. Et après, je suis devenu archiviste, responsable d'archives municipales. J'ai rejoint le GERM, le groupe d'études et de recherche au niveau étudiant, dont Robin va vous parler bien plus. Et étant archiviste, du coup, on s'est inquiété de l'avenir, du devenir plutôt, mais l'avenir aussi, des archives étudiantes. On a commencé à faire des programmes de sensibilisation, tout cela pour arriver à la création de la Cité des mémoires étudiantes. Je ne vous en dirai pas plus, puisqu'il y en a pourra vous en dire aussi plus. Et pour finir sur le parcours, je fais un doctorat en archivistique à l'Université d'Angers sur ce qu'on appelle les archives orales et les archives orales étudiantes. Donc, vous voyez qu'on essaye à chaque fois d'alimenter le lien entre archives et recherche. Bien, bonjour. Moi, c'est Robin Morder, donc co-président du GERM, groupe d'études de recherche en mouvement étudiant. Mon parcours, c'était celui d'un lycée engagé tout de suite en après 68. J'ai fait un parcours qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire qu'après le bac, j'ai fait beaucoup de choses sur des études, j'ai travaillé dans le syndicalisme salarié. Et ensuite, quand je suis revenu à des études pour essayer d'aller un peu plus loin, je voulais faire un bac+2 en droit, pour des raisons, parce que ça me permettrait de travailler dans une entreprise un peu mieux. Et en fait, j'étais totalement pris par le goût du droit, et donc je suis juriste et politiste qui fait de l'histoire et de la sociologie. Bon. Voilà, ça c'est disons au niveau disciplinaire. Et mais dites pas que je suis historien ou sociologue, la corporation dirait que je n'ai pas les titres pour cela. Mais c'est grave, l'important c'est ce qu'on fait et la qualité de ce qu'on produit, sous contrôle évidemment. D'où le GERM, donc je suis à l'initiative et un des cofondateurs du GERM, donc qui est un groupe de recherche pluridisciplinaire qui cherche à croiser les regards, aussi bien disciplinaires que les regards des chercheurs et chercheuses, acteurs et actrices anciens et actuels, donc et bien évidemment des archivistes, bibliothécaires, documentalistes, c'est-à-dire effectivement avoir chacun sa place avec son métier, faire avancer et progresser la recherche qui n'est pas aujourd'hui très légitimée par les institutions scientifiques, voire pas scientifiques,
sur les mouvements étudiants, compris au sens de organisation et mobilisation. C'est la diverse polysémie de ce mouvement. Voilà, je n'en dis pas plus. Bonjour, moi c'est Ioana Casapi. Pour certaines et certains d'entre vous, on s'est déjà vu lors du précédent congrès. C'est nous, comme Jean-Philippe vient de le dire, qui on filme. On essaye d'être toujours discret, même si avec nos rallonges, ce n'est pas toujours le cas. Mais on est toujours une caméra, enfin la caméra au bout d'une salle. Je m'en réjouis d'être là aussi parmi vous aujourd'hui et surtout qu'on va vous présenter aussi, on va faire une petite table ronde de présentation sur les engagements étudiants. On va passer différentes périodes, etc. Du coup, je me présente parce que c'était ça le but. Moi, je viens de Grèce. J'avais fait un Master 2, licence et Master 2, plus précisément Bac plus 4 et Master 2 en sciences politiques et histoire en Grèce. Je suis venue au moment de la crise parce que je voulais faire quelque chose de plus pratique. C'était la grande décision, est-ce que je fais une thèse ou pas. Je me suis dit, bon, je vais en France, je vais faire un master plus pratique en archivistique. Je l'ai fait à Paris 8 en tant qu'archiviste du coup. Et lors de mon stage, j'ai découvert la Cité des mémoires étudiantes et je suis encore à la Cité des mémoires étudiantes depuis 2015. Du coup, là maintenant actuellement aussi, vu que je fais ce parcours scientifique, je suis aussi en thèse à l'Université d'Angers en histoire pour essayer tout au moins problématiser et retracer l'histoire féminine des engagements étudiants, c'est-à-dire la place, on va dire entre guillemets la place des étudiantes dans les syndicats étudiants. Mais vu que c'est une perspective historique, je vais commencer par les débuts, parce que voilà, on n'était pas très présente au début du syndicalisme étudiant, mais je vais faire plutôt 68 jusqu'à 2000, ou je vais essayer d'aller jusqu'à 2000. Et du coup, malheureusement, dans mon corpus de recherche, je ne vais pas étudier pour l'instant la phage, mais parce que à chaque fois que je parle de la phage ou que je parle d'autres syndicats, ils me disent non, tu ne vas pas y arriver, Ioana, s'il te plaît, fais court, c'est une thèse, enfin voilà. Du coup, je reviens à mon parcours aussi. J'étais aussi syndiquée, enfin pas syndiquée parce que ça n'existait pas en Grèce quand j'étais lycéenne, mais j'ai participé à des mobilisations lycéennes en Grèce, après syndiquée aussi au sein de mon université. Et quand je suis venue ici, j'ai abandonné un tout petit peu, mais justement, nos parcours toujours nous redressent, nous réorientent vers là où il faut qu'on aille, c'est-à-dire à la cité. Et du coup, maintenant, je prends plaisir de sauvegarder et de pouvoir valoriser aussi, parce que on sauvegarde, mais de pouvoir et vouloir valoriser aussi les mémoires vivantes, comme par exemple les moments forts du syndicalisme étudiant, comme c'est le moment fort des congrès. Voilà. En espérant qu'on n'était pas très long, parce que ça va. Parfait. Du coup, merci à toutes et à tous pour la présentation. Et j'ai oublié de me présenter, du coup, je suis Gabriel Rochureau, le président de la JAM, et je vais tenter d'animer du mieux que je peux cette table ronde. Donc, petit mot avant de commencer par la première question. On a eu des formations un petit peu tout le week-end, donc c'est pas le but qu'on en refasse une ici. Le but, ça va être essayer de réfléchir, de trouver des réponses aux questions qu'on se pose toutes et tous sur notre engagement, sur l'engagement étudiant, d'où il vient, pourquoi on s'est engagé. Donc ça peut nous rappeler, ça peut faire écho aussi aux discours qui ont été faits dans cette salle jeudi dernier. Donc je pense qu'on peut les réapplaudir bien fort avant de passer à la question. Et du coup, pour la première question, on va discuter autour des profils types. Donc, est-ce qu'on a des profils types de l'engagé ou de l'engagé étudiant? Est-ce qu'au fil du temps, ces profils ont changé? Est-ce que ça s'est diversifié? Est-ce qu'on a eu des changements dans quelles personnes sont engagées dans les mouvements étudiants? Donc, je pense qu'on peut donner la parole tout à droite là-bas et on peut commencer. Alors, je vais commencer très court, parce que là, vous voyez derrière nous une photo du congrès de 1907.
Donc c'est la création de la première Union nationale d'étudiants. Et là, vous avez la photo des délégués, des délégations étrangères. Vous voyez que on est à une époque où il n'y a pas une femme sur la photo, forcément. Alors pourquoi forcément? Parce que la féminisation déjà de l'enseignement supérieur est relativement tardive. Et c'est seulement à la toute fin du 19e siècle, les débuts 20e, qu'il commence à y avoir des femmes étudiantes, des femmes enseignantes. Donc c'est déjà une première caractéristique du profil. J'en profite pour vous dire que, comme hier, vous avez autour de vous et dans le hall d'entrée des panneaux de l'exposition et sur la France et sur l'international, qui vous permet aussi de voir ces différentes étapes. Et là, vous avez le panneau sur 1905. Alors, comme Jean-Philippe aussi vient de vous les mentionner, au début du siècle, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Du coup, les profils, en fait, ça existait une association étudiante parisienne pour les coups de femmes étudiantes, mais c'était vraiment autre chose. C'était séparé de la GED de Paris. Et ça, c'était pour la petite parenthèse. Du coup, la diversité, si on peut dire la diversité des parcours, que ce soit étudiant ou que ce soit militante ou militant, il faut voir en fait dans leur continuité, leur parcours différents. Par exemple, on pourrait vous citer le parcours des le parcours des Micheline Martine, voilà, qu'elle a été étudiante, militante, présidente à la MNEF, à la mutualité du coup, une des premières. Je vous donne vraiment une des plus connues et des plus significatives en tant que parcours. Mais la diversité, on va revenir peut-être après dans les questions, qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui. Nous, on vous fait plutôt le parcours, on va dire, entre guillemets, historique. Mais il y avait déjà une diversité, sachant que c'était quand même des jeunes qui étaient déjà à l'université. Vous voyez, c'était pas vraiment un parcours, c'était un parcours déjà élaboré, mais avec un militantisme à côté. Elle a passé par l'UNEF, elle était vice-présidente de l'UNEF, et après, elle a pris aussi un rôle plus important dans la gestion en tant que présidente de la MNEF. Oui. Alors, j'ai fait un saut. Voilà, donc on verra les photos après parce que les questions ont perturbé le programme qu'on avait prévu. Bon, on va essayer d'y aller. Alors, on peut parler d'un personnage, c'est-à-dire Paul Boucher, en disant plusieurs choses. D'abord, on aurait pu parler d'Alfred Rosier, pour cette première partie du XXe siècle, qui a justement été président de la GE Lyon, et ensuite qui a été au cabinet de Jean Zay, le ministre qui a créé des œuvres, et il va continuer toute une carrière autour des étudiants jusqu'en 1969, où il s'est occupé du bureau universitaire du statistique, des œuvres, et d'un numéro d'information sociale sur les étudiants en 1969. J'aurais pu vous parler de Pierre Rossini, résistant de la GEDEX. On aurait pu vous parler de Pierre Trouvat, juriste, président de la GE de Toulouse, qui est devenu président de l'UNEF en 1946, justement. Voilà, mais là, on va plutôt prendre le parcours de Paul Boucher, le Paul Boucher qui était un résistant. Alors, il y a eu des femmes dans la résistance. Vous venez de voir derrière vous la tête de Jacqueline Loriot, dont nous avons édité les carnets d'une étudiante dans Paris occupé, étudiante à la Sorbonne, puis elle est infirmière, et des carnets qui vont jusqu'en 1943. Elle est engagée dans la résistance, elle va devenir psychanalyste, et donc on a publié ces carnets qui vont sortir au mois de novembre. On espère avant le 11, mais avec
avec la crise du papier et tout, ça me peut avoir quelques retards, mais voilà, donc ça va être intéressant. Donc Paul Boucher, qui a été président de la GE Lyon après la Résistance, immédiatement en 1945, est un des rédacteurs, le principal rédacteur avec Olivier, de la Charte de Grenoble. C'est un juriste, mais il avait un sens de la fabrication du droit et de l'invention. Par exemple, la GE de Lyon avait un restaurant et ils avaient mis une plaque, ce restaurant est propriété étudiante. Ceux qui, pour les juristes, savent que c'est une catégorie qui reste à inventer. Et Paul Boucher a d'ailleurs inventé beaucoup de choses ensuite en tant qu'avocat, avocat en droit du travail, avocat pendant la guerre d'Algérie en soutien, il a été un des avocats de Ben Bella, quand Ben Bella a été interné. Il a été à ATD, il a ensuite présidé à ATD Carnot. Il est resté fidèle à l'histoire de ses engagements, à la fois en président des anciens du MEF, en venant au congrès de la FAGE en 2013. Vous pouvez voir cela sur les chaînes YouTube et Dailymotion de la Cité des Mémoires étudiantes. Et il a donné beaucoup d'archives à la Cité, etc. etc. Juste pour dire un mot, donc l'invention constater que l'étudiant est un jeune travailleur intellectuel qui a des droits et des devoirs, il a des droits sociaux, un droit à la rémunération, un droit au salaire, un droit à la protection sociale, et c'est sur cette base-là que donc il y a eu, pour éviter la dispersion des étudiants dans des régimes de sécurité sociale, des avocats, des petits commerçants, des médecins, etc., qu'il s'est battu pour intégrer les étudiants dans la sécurité sociale, mais avec une gestion particulière. Donc le régime étudiant de sécurité sociale était d'abord dans le régime général, mais avec ce que Paul Boucher va appeler beaucoup plus tard une sorte d'autogestion par les premiers intéressés de la sécurité sociale, ce qui était l'esprit de la sécurité sociale, qui, je le rappelle, était sur une base de type de tradition mutualiste, etc., etc. Tout en comprenant tout à fait que quand on a 2,5 millions d'étudiants et pas 150 000 comme à la Libération, évidemment, les structures ne pouvaient plus être exactement les mêmes. Il était suffisamment expérimenté pour ne pas être un ancien combattant, mais un vieux lutteur qui a continué jusqu'à la fin de sa vie en 2019. Voilà, c'était pour le personnage, pour le profil. Voilà. Merci beaucoup. Pour le côté un peu plus à l'actualité des profils types des étudiantes et des étudiants engagés ou autres, plus compliqué qu'au XXe siècle, puisque on passe à savoir qu'on a également eu un éclatement du mouvement étudiant, une diversification du mouvement qui auparavant était unifié sous le nom de l'UNEF. C'est bon ? Oui, c'est mieux là ? Ok, c'est mieux là. Et de fait, on a des profils types de personnes qui s'engagent dans des structures qui sont différentes, donc forcément qui viennent à la fois de milieux différents, qui ont des appétences différentes, qui ont des valeurs également qui peuvent digresser en fonction des organisations. Pour grossir le trait, une personne qui s'engage à l'UNEF, à la FAGE ou à l'UNI, ce ne sont pas les mêmes personnes. Voilà, je pense qu'en l'expliquant comme ça, c'est grossir un peu un trait. Il y a des limites quand même qui peuvent être plus fines que ce simple constat, mais tout de même, on n'a plus forcément de profil vraiment type de personnalité étudiante qui s'engage, puisqu'on a eu aussi une grande démocratisation de l'engagement au fil des décennies. Pour tout de même, c'était une figure qui, moi, m'a beaucoup marqué dans on va dire le monde du XXIe siècle. C'est Claire Richet, parce que voilà, on a quand même beaucoup parlé de la question de la féminisation aussi au fil des décennies, et ça reste la première femme qui a été présidente de la FAGE, qui a eu un parcours exceptionnel, qui s'est engagée et qui est, à mon sens, figure également d'inspiration. Travaille aujourd'hui à la Fondation européenne pour le climat, qui a fait un parcours académique en lien avec l'engagement au final, qui avait fait un degré à Angers, puis qui s'est, après la FAGE, dirigé vers un master plus à l'ESS à Lübeck, puis après à Assas en sciences politiques pour se spécialiser. Et voilà, de fait, on a tout un parcours qui est en pleine cohérence avec
pouvoir s'engager en faveur d'autrui, avoir des études également qui puissent être en cohérence avec ça, et avoir une personne qui est incroyable. N'hésitez pas à aller échanger avec, si vous la rencontrez, c'est très formidable. Donc voilà un petit peu en résumé, pas foncièrement de profil très particulier, voilà, en 2022, de personnes qui peuvent s'engager, là où auparavant ça pouvait être soit des personnes issues de certains milieux, populaires ou moins, etc. Là voilà, on a vraiment tous les types de profils qui peuvent s'engager dans le mouvement étudiant, puisque aujourd'hui ils sont très divers et variés, beaucoup plus qu'auparavant. Merci à toutes et à tous pour ces réponses, pour cette première question. On peut voir du coup qu'on a pu constater que les profils ont bien changé, tout comme le nombre d'étudiants. Les 150 000 étudiants en France il y a quelques années, maintenant, aujourd'hui, le total tout le monde de la table ronde, 150 000 étudiants, c'est l'Académie de Toulouse. Donc on a bien travaillé. Pour la deuxième question, on va se concentrer sur les 3 périodes qu'on va un petit peu voir tout au long de la table ronde. Donc à savoir de 1900 à 1950, puis de 1950 à 2000, et pour ne pas avoir trop un coup de pied direct, de 2000 à nos jours. On va reprendre sur cette deuxième question sur les faits marquants qui ont fait l'historique des mouvements étudiants. Donc je pense qu'on en a toutes et tous en tête, le plus connu, peut-être les 68, on aura l'occasion de revenir sûrement avec des intervenantes ou des intervenantes. Mais on va essayer de tourner autour de ces faits marquants pour voir qu'est-ce qui a vraiment donné le coup d'impulsion à certains mouvements étudiants ou à d'autres. Je ne sais pas si vous voulez changer de sens pour la prise de parole. Allez, on démarre. Voilà, donc du coup là on fait les 3 périodes en même temps. Hein. Donc oui. Du coup, je vais laisser la parole à Johanna pour passer de 1907 à 1936. Oui, non, j'ai le micro. Alors, oui, c'est la deuxième diapo. Du coup, il faut faire marche arrière. Voilà. Oui, c'est bien, c'est là. Alors, vu qu'on va faire, enfin voilà, on revient, on fait des versements comme ça, d'un côté à l'autre. C'est juste pour qu'on sache que vous nous suivez quand même. Hein. Alors, on va passer du coup aux années 30, on va dire, et là on trouve une reconnaissance et une plus grande légitimité de ces premiers débuts des syndicalismes étudiants. C'est-à-dire qu'on a d'une part l'UNEF, où elle se positionne clairement à la gestion, à la première gestion des œuvres universitaires. C'est l'ancêtre du CNUS et c'est les CSO. On voit là derrière, on a choisi ces moments. Parfois c'est un exercice en fait un peu pas toujours évident parce qu'il faut qu'on met la focale sur un point historique très important, mais c'est jamais toujours un point, c'est vraiment toute l'historique autour qui fait qu'il y a ces moments ou qu'on arrive à ces moments. Des victoires ou des gloires même, parce que là, le ministre Jean Gey, il a instauré c'est pas exactement co-gestion parce que c'est au tout début, mais ces premières œuvres où on voit les militants étudiants à participer à ces œuvres. C'était un moment très important, ou les débuts d'un moment très important, parce qu'après, dans les années 50, on voit vraiment que les mouvements étudiants aillent vers une co-gestion. Mais toutes ces problématiques rentrent aussi, avant il y avait, on pourrait aussi vous présenter les sanatoriums étudiants, parce qu'il y avait la tuberculose, enfin, voilà, c'était les moments aussi d'entre-deux-guerres un peu plus fragiles. Du coup, on les voit quand même vraiment être pas juste force de proposition les étudiants de l'époque, mais prendre aussi des gens responsabilités, si on peut dire que la responsabilité il y a haute et basse, mais en tout cas voilà. Du coup, on a choisi cette petite image aussi pour vous montrer un peu les deux, parce qu'on trouve les deux dans les saisons, on trouve les sanatoriums étudiants et on trouve aussi les moments de la participation des étudiants à la gestion de ces œuvres, de ces premières œuvres. Hein. Voilà. Du coup, petite allusion, avec le timbre, vous avez aussi une allusion à une autre date importante, voire même, on va dire, une décennie importante, 1923-1933,
En 1923, l'Union nationale décide la création d'un sanatorium pour les étudiants, parce que la tuberculose touche beaucoup, principalement les étudiants pendant l'entre-deux-guerres. Et c'est seulement en 1933 que ce sanatorium va ouvrir à Saint-Pierre-du-Touvet, près de Grenoble. Alors, on fait encore un saut dans le temps, et donc retenez bien ce nom-là, pas besoin d'image. C'est pour ça que je me suis permis de mettre une des affiches de la cité. Là, vous avez une image de 68. Là, vous voyez Martine, Michelin-Bidien. C'est très bien. On peut rester avec Martine. Elle fait partie aussi de ce qu'on appelle les années 68. En fait, souvent, on parle de mai 68. Mais en fait, c'est toute une période, avant et après, où effectivement, le mouvement étudiant connaît encore une nouvelle mutation et que cette mutation est aussi liée à sa massification. À défaut de démocratisation encore, on a un premier saut numérique du nombre d'étudiants. On passe du début des années 60 à la fin des années 60, on passe en gros de 150 000 à 600 000 étudiants. Donc, c'est rien, pas grand-chose par rapport aux 3 millions actuels, mais vous comprenez bien que dans la manière de fonctionner des universités, dans la manière de fonctionner aussi pour les œuvres universitaires, c'est déjà un premier changement d'échelle important. Ça va aussi avoir des impacts au niveau de la pédagogie, parce que faire cours dans des amphis de 150, 200 étudiants ou devoir faire cours dans le grand amphi de la Sorbonne, il peut y avoir jusqu'à 3000 étudiants, ça change le rapport entre étudiants et enseignants. Et vous comprenez peut-être un peu mieux déjà pourquoi finalement le mouvement de mai 68 n'est pas un éclair dans un ciel serein. Hein, il y a eu toute une évolution à partir de la fin de la guerre d'Algérie qui a fait que le mouvement étudiant a réfléchi, et donc on peut en profiter pour resaluer Martine Michelin-Bidien, donc première présidente de la MNEF, parce que sa gestion de la mutuelle n'était pas qu'une gestion, il y avait aussi une réflexion, et donc ils ont lancé un centre d'études et de recherche syndicale qui publiait, qui menait même des stages de formation syndicale où on essayait de redéfinir ce que c'était le syndicalisme étudiant. Donc c'est sur tout ce terreau-là qu'effectivement, en mai 68, il y a eu un déclenchement. On pourra revenir sur le détail des choses, mais ce qui me paraît plus important pour vous, c'est, et on pourra reparler après, si on reparle après des victoires, hein. Donc j'en dis pas plus sur l'aspect participation des étudiants à la gouvernance des universités, mais sachez en tout cas qu'avant mai-juin 68, il n'y avait que les professeurs titulaires, on va dire les professeurs d'université, qui avaient voix au chapitre, pour reprendre l'image cléricale, avaient voix au chapitre pour la gouvernance des facultés. Hein, et que c'était les facultés qui étaient le plus important. Donc du coup, quand dans vos universités, on parle encore de facultés au lieu d'UFR, qui ont été précédées par les UER, eh bien ça c'est un héritage de l'avant 68. Et dans les facultés, il y avait un chef, c'était le doyen, il était forcément professeur des universités et il ne discutait qu'avec ses pairs. Et il n'y avait pas d'élection. Je m'arrête. Et là, Roby va vous parler d'une autre date, 1989. Merci. Merci de me relayer. Alors, la loi de 89. Alors, c'est une date importante parce que c'est celle
qui instaure quelques règles de représentativité dans des organisations étudiantes. Grosso modo, Jean-Philippe y reviendra sur la participation, mais jusqu'en 1989, il n'y a pas de règle particulière de représentativité, tout le monde peut se présenter aux élections, les subventions sont données par le ministère suivant des projets et puis suivant des fois des choses obscures qu'on découvrira plus tard dans des archives. Dans les universités, il pouvait y avoir quelques règles. Bon. Ça change totalement, évidemment, quand on prend en droit du travail, où il y a des règles de représentativité syndicale qui ont été réformées au cours des années 2000, mais il y avait des règles de représentativité. Là, avec la loi de 1989, donc vous voyez, qui est en fait la loi d'orientation, vous voyez, c'est l'article 13. Alors j'explique le contexte. 1986, une mobilisation dont on ne parlera pas, mais dont on aurait pu parler, le retrait du projet de Vaquet devant l'Université générale étudiante et lycéenne. Donc c'est sous une cohabitation entre un Premier ministre de droite, Jacques Chirac, et un président de gauche, François Mitterrand. En 1988, nouvelles élections présidentielles, Mitterrand réélu, et dans la lancée, il dispose à nouveau d'une majorité de gauche, et Lionel Jospin devient ministre de l'Éducation nationale, donc chargé aussi des universités. S'engage une discussion des tables rondes pour aboutir à un développement avec les organisations étudiantes, et dans ce cadre est adopté, sur proposition de ce qui est à l'époque l'UNEF, l'UNEF indépendante et démocratique, mais aussi de l'UNI, Union nationale interuniversitaire, vous connaissez toujours, la loi qui fixe des droits à la formation, des budgets de formation dans les organisations étudiantes, et qui sont distribués en fonction des résultats nationaux, c'est-à-dire qu'il faut au moins avoir un élu au CNUS et ou au CNESER. Je passe sur les détails. Il y a eu une jurisprudence ensuite pour la Confédération étudiante qui avait un élu au CNUS, mais pas au CNESER, qui a été reconnu comme représentatif, il faut avoir un élu, pour bénéficier proportionnellement de ces subventions. Donc, ça devait permettre à l'origine, dans la volonté de ces acteurs et actrices, d'asseoir une sorte de bipolarité entre d'une part l'UNEF titre nouveau étant dans une dynamique descendante à ce moment-là, d'un côté à gauche, voilà, et effectivement l'UNI prend le champ de la droite, des corporations. Alors, c'est ce qui a d'ailleurs provoqué en grande partie la formation de la FAGE, puisque toute une série de fédérations et surtout de monoscillaires se sont dit pourquoi on laisserait passer une telle occasion, faisons liste commune et partageons-nous. Ça commence comme ça, comme un cartel d'intérêt immédiat. C'est pas à vous que je vais apprendre que l'histoire de la FAGE a été bien au-delà de la volonté de la plupart des initiateurs, puisque, selon une règle de sociologie des organisations, à partir du moment où on commence à construire quelque chose, il y a un peu une dynamique propre de développement. Voilà, c'est ce qu'en sociologie on appelle les effets pervers. N'y voyez rien de moral, c'est les effets pervers d'une loi, c'est quand elle aboutit à des résultats qui n'étaient pas initialement ceux qui étaient prévus. Ça arrive dans d'autres choses, je prends sur le logement, j'en conclue là. La loi de 1948, dont on dit qu'elle protège les locataires, était en réalité d'abord une loi de promotion de la construction immobilière. C'est un effet pervers, c'est-à-dire que, effectivement, c'est devenu une loi qui protège les locataires qui sont encore dans les locaux qui datent avant 1948. Voilà, et il en existe. C'était pour un livre sur 89.
Je dirais juste une chose, c'est quand on parle du CSO, vous avez sur le timbre, on commence à voir des femmes en représentation avec des étudiants. C'est-à-dire la femme infirmière et l'étudiant qu'on entoure de petits soins. Voilà, les choses ont évidemment changé. Non, tu gardes pour toi. Oui, non. Sur le début du XXe siècle, il y a, un petit peu comme le XXe, il y a un peu l'embarras du choix. Donc c'est assez difficile de choisir sur des événements considérablement marquants. Pour les mouvements étudiants, on peut penser à 2002, on peut penser à plus récemment, il y a eu 2016 aussi, au travail, 2017 l'année qui a suivi. Celle que je voulais retenir, même si ça fait écho également à une victoire, dont on parlera juste après, sur un fait marquant en termes de mobilisation, ça a été le contrat de première embauche. Qui quand même a été une atteinte directe aux jeunes dans leur insertion professionnelle. Pour rappel, c'était le passage de 2 ans des CDI au lieu de 8 mois au niveau des périodes d'essai. Et pendant les 2 ans, un jeune pouvait être congédié de manière totalement à la liberté des personnes qui les employaient, donc sans motif quoi que ce soit. Donc, ce qui est assez particulier, donc, vraiment une atteinte très forte à la question de l'insertion professionnelle. Je n'irai pas beaucoup plus loin sur l'explication, mais c'est quand même un mouvement qui a mobilisé des centaines de milliers d'étudiantes et d'étudiants. En février 2006, c'était de 218 à 400 000 étudiantes et étudiants qui étaient dans la rue à travers toute la France. Un mois plus tard, en mars, les mobilisations sont à nouveau organisées et on est passé de 400 000 à 1 million d'étudiantes et d'étudiants en France mobilisés avec 39 universités également, donc avec toute la communauté universitaire qui s'est mise en grève. Donc effectivement, il y a été un fait, je pense, assez marquant et qui a aussi réuni l'ensemble de la communauté universitaire, pas uniquement que le public étudiantin, puisqu'on avait toutes parties prenantes qui effectivement se rendaient compte d'à quel point c'était une atteinte aux droits et notamment à l'emploi pour les jeunes. Et du coup, de fait, on avait eu une sorte de solidarité quand même au niveau de la communauté universitaire, je ne pourrais pas ce terme. À l'université, tout le monde s'était vraiment réuni contre ce contrat de première embauche. Donc voilà, un événement quand même assez, je pense, marquant. Effectivement, même si encore une fois, on peut en citer beaucoup d'autres, 2002, quand même, ça reste aussi une mobilisation de masse. Qui s'était fait du coup dans l'entre-deux tours quand Jean-Marie Le Pen est arrivé effectivement au second tour, enfin on pouvait aspirer à la présidence de la République, là ça fait quand même bouger, donc c'était assez fort. On est pour ces années. Du coup, on a parlé ici dans la deuxième partie des faits marquants. Ça peut donner des décisions, des faits, des rebondissements comme on l'a vu. Maintenant, dans un dernier temps, quand même, pour être un petit peu plus optimiste et positif, on va passer sur la réflexion des victoires qui ont fait l'engagement étudiant et le mouvement étudiant, tout en continuant à se battre pour que la prochaine victoire, ça soit un investissement massif dans l'enseignement supérieur. On peut discuter des victoires qui nous ont fait, qui ont fait ce qu'on est et qui ont fait l'engagement étudiant. Donc on va se balader un petit peu toujours au fil des dates, au fil des siècles, toujours, au vouloir des participants et des participantes sur ce dernier temps. Alors là, on va revenir à ces fameuses années 68 et je vais vous parler un peu plus de participation, qui était un des 3 piliers de la loi Faure, du nom du ministre de l'époque, qui était Faure. Donc, après le mouvement de mai juin 68, où il y a eu grève, manifestation, grève générale avec l'enjeu de la société, il y a eu l'occupation des universités, etc. Donc, Édouard Faure est nommé ministre et il envoie ses collaborateurs de cabinet dans les assemblées générales qui existent encore. Donc, il continue à faire des propositions de réforme de l'université, etc. Il rapatrie le monde pour élaborer le projet de loi. On sait maintenant qu'il a même rencontré pendant l'été le président par intérim de l'UNEF, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années. Donc, il n'était pas dit que l'UNEF, qui était encore relativement pluraliste
participation. C'était pas clair. La loi est votée le 12 novembre 1968. L'UNEF a son congrès à Marseille en décembre 1968. Et en fait, cette question des élections, de la participation, va susciter un nouvel éclatement du mouvement étudiant. Avant 68, on avait juste la FNEF, Fédération nationale des étudiants en France, qui était la scission durable depuis 1961. Là, on va avoir deux UNEF, une UNEF unité syndicale, l'autre UNEF qui considère qu'elle est la vraie UNEF, qui donc ne s'appelle pas Renouveau ou après ou plus tard Solidarité étudiante, parce que c'est pour ça qu'on dit toujours UNEF dit Renouveau. Et donc c'est là où on peut montrer le journal Renouveau, et je ne sais plus si c'est ça doit être le bulletin Renouveau qui parle des élections. Donc ça c'est en 1971, et donc en 1971 se créent ces deux UNEF. Mais vous avez en plus d'autres mouvements qui se créent. Vous avez un Rue, vous avez un Marc, vous avez tout un tas de mouvements dont je ne pourrais pas décliner les sigles-là parce que ça ne prendrait trop de temps. Mais en fait, on a donc dans le bulletin Renouveau qui va arriver, mais c'est après Martine. Bon, c'est pas grave. Alors, on revient avec nos amis de 1907, c'est pas grave. Là, en fait, vous avez, après cette loi Faure, donc la mise en place des élections étudiantes. Alors, vous, avec votre regard du XXIe siècle, après ce que Roby a dit sur la loi de 1989, on pourrait dire que c'est une victoire étudiante, la mise en place de la participation. Et tous ceux qui sont les électifs des mouvements dits participationnistes considèrent que voilà, c'était le bon choix. Alors en fait, ceux qui sont les étudiants qui sont mobilisés en mai 68, ils étaient a priori majoritairement contre la participation. Et en fait, vous avez eu une UNEF qui a boycotté les élections, mais vous avez plein d'autres mouvements étudiants, politiques, associatifs, divers et variés, qui ont fait aussi campagne pour le boycott des élections. Et en fait, le verdict des urnes dans ces premières élections qui ont eu lieu en 1969, pour les délégués étudiants aux UER, Unité des études et de recherche, c'est des taux de participation qui doivent vous faire rêver et qui en tout cas font rêver tout organisateur d'élections étudiantes dans le campus. Vous avez des taux de participation qui dépassent parfois les 60%. Vous imaginez. Et donc c'est plutôt dans les facultés, les anciennes facultés de lettres, où il y a les militants les plus anti-participationnistes. Et là, la moyenne nationale, c'est 40%. Alors, vous avez des universités très très contestatrices. Là, vous avez par exemple, de ce côté-là, vous avez le panneau sur l'université de Vincennes, qui est créée justement après 68, qui se veut une université expérimentale. Là, vous avez dans des départements, que ce soit d'ailleurs côté enseignant ou côté étudiant, vous avez même des départements où vous avez 0% de participation. Là, tout le monde était d'accord pour boycotter, pas un qui est allé mettre un bulletin de vote, mais vous avez quand même des participations importantes. Donc, finalement, ce qui, pour une majorité d'étudiants engagés à l'époque, paraissait comme pas vraiment une victoire, voire une manipulation du pouvoir, peut être vu plus de 50 ans après comme une victoire au final qui va être renforcée par la loi 89 et qui va être renforcée par votre action. Et
on peut retrouver dans les mouvements étudiants actuels, que vous pouvez retrouver dans l'alternative ESR, des mouvements qui pouvaient être anti-participationnistes et qui finalement deviennent des organisations représentatives étudiantes nationales par le biais de cette alliance syndicale. Voilà. Alors, là, c'est pas exactement, on pourrait dire que c'est un moment de victoire, mais c'est pas qu'un moment, c'est plutôt la progression féminine en fait, avec je vais vous donner aussi quelques profils des femmes. On est toujours dans la deuxième moitié du XXe siècle, voire vers la fin du XXe siècle et début 21e. Là, on a pris la photo qu'elle n'est pas à réutiliser, mais bon, on l'a pris parce qu'on considère que c'est une réunion privée. Du coup, on a pris la photo de Karine Seller. Aujourd'hui, elle occupe un poste du Haut Commissariat aux compétences liées au ministère du Travail. Déjà avant, elle avait aussi un parcours de formation et de consultante, elle est assez, on va dire, branchée là-dessus. Mais elle a été aussi en 2001 présidente de la LN2 et elle a été aussi présidente à l'UNFID, juste avant la réunification. En fait, elle a quitté ses postes pour reprendre la main, être présidente à la LN2 juste avant la réunification des deux UNEF US et UNFID en 2001. Et son parcours, ça me paraissait assez intéressant, mais ce n'est pas la seule figure. Alors que pour Martine, elle était la seule. Je ne pourrais pas vous montrer d'autres, ni photos, ni d'autres documents. Sachant que même s'il y avait un poste de vice-présidente toujours à l'UNEF après la Deuxième Guerre mondiale, mais on ne les voyait pas tant que ça. Alors qu'après 68, avec les luttes féministes, avec les grèves, avec plusieurs choses qu'il faut qu'on prenne en compte, on voit de plus en plus, à partir du mouvement des 86, on voyait dans les coordinations nationales, locales, beaucoup plus des étudiantes. Même si vous regardez, si vous tapez mouvement 86, coordination nationale, c'est presque sûr qu'il y aura des femmes dans les cortèges. Vous voyez, c'est pas juste les étudiantes qu'elles vont faire les cafés, qu'elles vont prendre, être un peu en arrière. On les voit vraiment, pas se battre, mais protéger leur cortège. C'est assez intéressant comme image. Et du coup, après les années, on va dire 68, on voit une montée en pouvoir avec la participation aussi étudiante dans les conseils. On voit que les étudiantes participent de plus en plus à occuper des postes. Parfois pas peut-être au niveau national, ça vient après, mais au niveau local. Elles sont présidentes des AGE, elles participent aux élections, on voit dans la vie culturelle aussi, on les voit presque partout. Je dis on les voit parce qu'il y a des archives pour montrer ça, c'est pas que voilà, je fantasme pas, mais après et surtout avec la première présidente étudiante au sein de l'UNEF-US, alors qu'elle était aussi à Toulouse. Elle était étudiante à Toulouse. Marie-Pierre Vieux, c'est la branche communiste, on va dire. Elle a été aussi militante, mais c'est la première femme, on va dire femme étudiante, qu'elle a eu des responsabilités dans un BN, et du coup, elle était présidente. Ça, c'était en 14, voilà, c'était au congrès, du coup, voilà, c'était 14, jusqu'en 2000, du coup, on voit la première Marie, ancienne toulousienne, étudiante à Toulouse. C'est une progression, c'est un moment de victoire, mais c'est pas qu'un moment, c'est vraiment une progression et une montée, entre guillemets, au pouvoir, ou en tout cas occuper, être légitime à occuper la place, à être une présidente. Et à l'UNFID, en 97, on a aussi Karine Delpas. Du coup, voilà, on ne voulait pas vous donner plus d'exemples, mais c'est juste pour vous dire qu'il y avait quand même
progressivement et un peu tardivement une montée en pouvoir des femmes étudiantes. Et bien sûr, à la fin, on avait les portraits déjà de Claire, qu'elle est vraiment une personne, enfin voilà, si on a l'occasion d'échanger avec elle, c'est vraiment une mine d'or. Voilà. Et je m'arrête ici. Oui. Alors, on peut rajouter d'ailleurs Nadine Vrignot pour PDE. Oui, tout à fait. Bon, on pourra discuter sur les années 70. Effectivement, il y a eu une montée des combats féministes. C'était une montée des combats, parce qu'en face, c'était, quand on voit les congrès syndicaux, c'était encore extrêmement masculin, machiste, et il faut effectivement d'autres structures, dans les assemblées générales, dans les coordinations. Alors, pour parler des victoires, je voudrais approfondir un peu ce qu'on avait prévu, c'était effectivement autour des années 2000 que tu as cité, 2002 et le CPE. Donc, on va passer sur le CPE. Le CPE, quelques caractéristiques supplémentaires. On a mis dans le titre du bouquin de Paul Stupia CPE, une victoire étudiante, point d'interrogation, pour deux raisons. Première raison, est-ce seulement une victoire étudiante? Le CPE, c'était pas une réforme universitaire. Le CPE, c'était une réforme du Code du travail qui atteignait particulièrement les étudiants, mais c'était d'abord une réforme du Code du travail. D'où d'ailleurs, pour aller vite, la double caractéristique de ce mouvement, qui était à la fois un mouvement organisé comme les mouvements étudiants traditionnels avec Assemblée générale, coordination, et en même temps une représentation par le biais des intersyndicales, dans lesquelles on avait syndicats de salariés et syndicats étudiants. Ce qui traduit en même temps une chose très importante, si on compare à 68 les rapports entre les étudiants et le reste de la société, c'est l'importance du travail étudiant dans la formation sociale française, notamment dans le monde du travail. Parce que l'important, ce n'est pas le pourcentage. Il y avait des gens, on parlait déjà de 40% d'étudiants qui travaillent en 1945, en 1950, en 1960, en 1968. Sauf que 40% de 150 000 et 40% de 2008, ce n'est pas la même chose. Et si j'inverse le regard, ça veut dire qu'il y a à peu près 1 million de salariés sur les 15 millions du champ d'éthique, je peux côté la fonction publique, 1 million d'étudiants, ça veut dire que 6% du salarié à peu près est composé d'étudiants. Et ça, il faut que les organisations syndicales de salariés le comprennent bien. Bon. Ça et le CPE. Deuxièmement, la victoire. C'est tout de même la première fois qu'on a une victoire qui n'est pas celle du retrait d'un projet de loi, mais d'une loi déjà votée, déjà promulguée au journal officiel. Le président de la République arrive à la télévision et dit oui, il est promulgué, mais on ne va pas l'appliquer. Ce qui m'avait permis de faire un petit article de leçon du droit constitutionnel, est promulgué, au journal officiel. Mais le Parlement a dû revenir dessus et donc retirer la partie sur le CPE. Point. Alors, deuxième aspect, est-ce que c'est une victoire totale? Parce que dans le mouvement étudiant, il y avait la dimension globale lutte contre la précarité, puisqu'il y avait le CPE et le CNE, contrat nouvelle embauche, qui concernaient des non-étudiants. Donc là, forcément non-étudiants, les jeunes travailleurs, ou les jeunes chômeurs, les jeunes précaires, ne sont pas organisés comme le sont les étudiants, parce qu'ils sont minoritaires dans les entreprises. Donc il y a eu ça a été un des éléments de la plateforme. Évidemment, quand le CPE est retiré, disparaît, le mouvement s'arrête. Et d'aucuns disent que c'est une trahison, il faut continuer sur le CNE. Ça a été aussi de facto de victoire sur le CNE, parce que d'abord le MEDEF a dit on ne va pas appliquer le CNE, a conseillé de ne pas faire de contrat CNE. C'est trop compliqué juridiquement. Il y a eu des procédures prud'homales qui ont gagné. Et ensuite,
devant la Cour de justice de l'Union européenne, hein, donc il a fallu 2-3 ans, le CNE a été considéré, a été retiré. C'est-à-dire que, comme beaucoup de choses, comme 68, il y a des victoires immédiates, et puis il y a des choses qui sont à plus long terme dans les effets. Donc ça, c'est... alors, ça a été dû à la force du mouvement lui-même, le mouvement étudiant, et mouvement de salariés. C'était pas 2 à 3 millions, il n'y avait pas que les étudiants, dans les 2 à 3 millions sont descendus à la rue. Et on peut remonter à des luttes de 2 millions de jeunes dans toute la France, je crois qu'on est 2002. Et il y a un lien entre les deux. C'est à la fois la dimension mobilisation dans la rue et aussi volonté d'avoir, en 2002, ça se formalise dans les villes, en 2006, y compris avec les urnes dans les votes pour ou contre le blocage, on peut discuter de tout ça, mais il y avait vraiment une aspiration de tout le monde en disant qu'il faut légitimer, pas par des petites assemblées générales, mais par des grandes, par des procédures de vote, par des urnes, c'est-à-dire que ça va dans le même sens. Tout ceci pour conclure sur autre chose, sur la question de la participation étudiante. Donc, à chaque fois qu'on me dit « Ah, ils sont dépolitisés, ils ne veulent pas aux élections étudiantes ». Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par politiser? Donc, si on met politique, la citoyenneté, l'exercice des droits citoyens, évidemment, ça dépasse le côté partisan. Puis il y a le paradoxe. Les étudiants votent peu aux élections universitaires, ils votent beaucoup plus aux élections présidentielles ou législatives. Même si ça a tendance à baisser, on n'est pas dans les 5 à 10% de participation. Donc toute la véritable question, c'est de se demander, est-ce qu'on n'a pas, dans la tête des étudiants, parce que 68, c'est la participation qu'a donné Jean-Philippe est vraie, mais elle est exceptionnelle. Les élections avant, dans la mutuelle, dans les congrès du MEF, y compris pour les capitans, ça c'est une histoire, elle est très faible. 5%, 10% des adhérents votent. Même quand l'UNEF a 100 000 adhérents sur 200 000 étudiants au début des années 60, il n'y a pas 100 000 votants. Dans le congrès, il y a 10 000, 15 000, 20 000. Donc, si vous voulez, toute la question qu'on peut se poser, c'est comment l'étudiant se représente-t-il la légitimité de sa citoyenneté. Et ça, c'est une question beaucoup plus compliquée, et on ne peut pas en rester simplement au constat que, bon, il y a une faible participation étudiante, pourquoi pas supprimer les élections? Il y a d'autres endroits où ça s'est fait, supprimer les élections. Au Prud'homme, on a dit qu'il y a peu de participation, on supprime les élections. On va bientôt supprimer les élections municipales, aux législatives, aux présidentielles, aux européennes, parce que ça participe peu. Mais là, c'est une logique, c'est pas une bonne logique. Hein, voilà. Oh, c'était quelque... Est-ce que je peux rajouter un petit mot par rapport à 2002? Parce que je voulais en profiter pour saluer la mémoire de Sylvain Boussard, qui était président de la FAGE à ce moment-là, qui est resté président de la FAGE jusqu'en 2004, qui nous a quittés ces dernières années. Et donc, c'est lui qui a pris position pour la FAGE pour manifester entre les deux tours des présidentielles en 2002 contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Et c'est très important dans l'histoire de la FAGE, mais aussi dans l'histoire du mouvement étudiant plus globalement, puisque un des grands combats aussi de Paul Boucher, co-rédacteur de la Charte de Grenoble, dont on a parlé, c'était bien de distinguer l'apolitisme de l'apartisanisme. Apartitisme, voilà. C'est différent d'être apolitique et d'être apartisan. C'est-à-dire qu'on peut prendre des positions politiques sans être forcément encarté dans un parti. Et ça a été un des sillons pour la FAGE, pour pouvoir développer son projet syndical et faire qu'elle puisse effectivement prendre position sur les questions de société sans être forcément affiliée à un parti, un courant de pensée, etc.
Donc c'était important de saluer sa mémoire parce que ça, je pense, était marquant dans l'évolution de la tâche. Merci beaucoup pour le compliment, Jean-Philippe. Effectivement, c'est quelque chose qui, je l'espère, vous parle. La différence entre l'athlétisme et l'apartétisme. Apartétisme. Il disait apartétisme qu'on peut traduire par indépendance. Voilà. Parfait, je le sais. Mais pour une victoire structurante qu'il a été pour notamment notre réseau, qui a pris effet le 1er septembre 2019, ça a été la fin du régime de sécurité sociale étudiante. Je sais que ça peut cristalliser les débats. Oui. Enfin, je ne sais pas si on aura trop l'occasion d'en débattre, mais c'est vrai que le sens, ça a été, pour recontextualiser, on a parlé de cette NEF, la Mutuelle nationale des étudiants de France, qui a été impulsée à la suite de la rédaction d'un charte de Grenoble, qui prévoyait un régime de protection sociale spécifique pour les étudiantes et les étudiants. Et qui, dès 1982, avait des difficultés, on va dire, dans la gestion qui avait été déjà pointée par la Cour des comptes. La pérennité de cette organisation, quelques années plus tard aussi, pour contextualiser, la NEF gérait cette partie de la sécurité sociale étudiante, mais il y a la question de la délégation de service public avec les SMER notamment, et la LMDE, du coup des sociétés mutuelles étudiantes régionales, et la LMDE qui était du coup l'héritière de la NEF dans les années 2000. Et c'est vrai que jusqu'en 2006, il y avait eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de rapports qui ont pointé soit de malversation, soit difficultés aussi vraiment financières qui empêchaient le bon déroulement dans ce régime, ce qui faisait qu'on avait des étudiantes et des étudiants qui avaient des remboursements de leurs soins qui tardaient de manière extrême, des livrances de capital également, beaucoup de dérives, et pas uniquement un sentiment, c'était vraiment des choses qui avaient été officialisées dans des rapports, notamment de l'UFC Que Choisir. Il y avait aussi un rapport d'information du Sénat sur la sécurité sociale et la santé des étudiants, donc un rapport à nouveau de la Cour des comptes, qui ont remis en cause cette effectivité. C'est vrai que pouvoir avoir une gestion qui puisse être faite, c'est rattaché au régime général pour les étudiantes et les étudiants, les considérer à l'instar des autres. Et le gap de pouvoir d'achat aussi, ça pouvait être, parce que c'était 217 €. Qui va en bout. 217 euros, du coup, qui forcément conditionnait aussi l'inscription dans ce consulat, ce qui disait que à ce moment-là, c'était assez considérable comme victoire qui a beaucoup structuré le réseau et qui était assez rayonnante, en tout cas pour la page des étudiants à la suite de ça. Je sais peut-être une réaction, je me doute, c'est. En tout cas, dans le réseau de la phase, on est foncièrement convaincus, et je pense que c'est une bonne chose, encore une fois, parce que les faits sont assez objectifs sur les constats qui peuvent être posés. Après, la manière dont on a vu de les travailler, ça c'est propre aussi à chaque organisation. Je pense qu'à l'instar du 2006, pendant l'interrogation du travail de France, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est partagé, cette victoire, par toutes les organisations, ni avec tous les participants, je pense. Si effectivement, Après, c'est vrai que ce qui est intéressant à voir aussi, peut-être que vous avez aussi mené cette réflexion-là, c'est maintenant qu'on est sorti on espère tous, de cette crise sanitaire avec le confinement, etc., il y aura sûrement une réflexion à avoir sur est-ce que la disparition du RSSE n'a pas montré le manque, pas forcément d'un régime général spécifique pour les étudiants, mais l'approche de l'éducation à la santé par les pairs. Et surtout, on voit qu'il y a certaines caisses primaires d'assurance maladie qui
apparemment ont l'air de regretter la disparition de certaines mutuelles étudiantes parce qu'ils n'avaient pas forcément les bons capteurs. Donc, après, je sais que vous avez pas mal de fédérations d'affaires qui ont mené plein de choses, de distribution alimentaire, qui se sont mobilisées. Je salue la GES qui a bien médiatisé aussi ces actions et elle a bien raison de le faire. Mais c'est vrai que est-ce que vous n'avez pas, ça serait intéressant que vous ayez un débat, un bilan là-dessus sur votre action, peut-être que c'est prévu d'ailleurs à l'Assemblée générale, mais est-ce que pour le côté santé mentale, pour le côté accompagnement psychologique, est-ce que une mutuelle étudiante ne serait pas intéressante? Voilà. On en parlera effectivement de ça. Oui, moi quelques éléments. Alors, la description est une description que tu as faite qui est gentille, parce que l'État était beaucoup plus lamentable. Je veux dire, j'ai rarement vu de corruption. L'histoire de la BNEF en tant que dans la sociologie des organisations, ça m'a intéressé parce que ça permettait de comprendre ou d'appliquer l'histoire de l'URSS. Et notamment de la création, comment se crée une caste privilégiée qui puise, etc. Bon, mais en même temps, la différence, c'est que la MEF, il y avait le côté, ils étaient obligés de faire tourner la machine, parce que vous savez bien que, en bon mafieux, il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Donc ça, sur la description, il n'y a pas de souci. Ce qui a pesé, par exemple, c'est le côté totalement institutionnalisé. C'est-à-dire au moment des problèmes de remboursement, quand a été faite la carte vitale, c'était le GIE carte vitale qui était responsable des retards et pas les mutuelles. Et moi, je me souviens avoir dit, mais pourquoi vous n'organisez pas une manifestation devant le GIE carte vitale? Parce que c'est tout de même montrer aux étudiants de dire on propose une action vers les vrais responsables. C'est sûr que ne faisant rien d'autre qu'aller marchander dans le ministère, essayer d'obtenir des choses, etc., pour l'étudiant lambda, je veux dire, c'est sûr que le premier responsable, c'est celui qu'on voit. C'est chez une mutuelle et je ne suis pas remboursé, c'est de la faute de la mutuelle. Bon, c'est pas toujours la faute de la mutuelle. Le problème, c'est qu'on avait totalement disparu la démarche militaire. Maintenant, la question qui est posée, c'est tout de même, il y a des spécificités étudiantes qui ont le sanatorium, il est né là-dessus, la caisse mutuelle, la caisse des étudiants malades de Strasbourg, dès la Première Guerre mondiale, elle est fondée sur cette idée, etc., etc. Donc ça, ce qui reste, c'est une question, c'est pas tellement dans la forme, c'est comment les étudiants et les étudiantes peuvent-ils prendre en main alors, est-ce que c'est par le biais des organisations étudiantes existantes où on met en place des commissions communes? Est-ce que c'est par un peu ce que fait REV, l'association REV, qui est côté de la Gilet? Ils ont pris aussi leur indépendance vis-à-vis de la mutuelle parce qu'ils ne veulent pas avoir. Il y a le point institutionnel qui pèse, donc ils sont obligés de faire des choses. On a vu effectivement dans cette crise sanitaire il y a plein de choses. Donc il faut vraiment, je pense que les étudiants pensent à ça, parce que sinon, dans la sécurité sociale, dans le caisse primaire d'assurance maladie, ça passe à l'as. Les étudiants passent toujours à l'as, si on veut dire. Mais moi, je joins toujours ça au retour à l'esprit de la sécurité sociale, qui était effectivement l'inspiration mutualiste du mouvement du XIXe siècle, une prise en charge collective des questions de santé, qui ne s'agit pas simplement de ne pas être malade, mais au bien-être physique et mental. Donc tout ça est à réfléchir. Mais donc il y a une spécificité étudiante. En tous les cas, c'est ça, je pense, qu'il faut discuter, mais admettre qu'il y a ce cadre à penser. Voilà, c'est mon avis.
On va rebondir de la parole à Gabriel. C'est vrai que vous avez cité des exemples. C'est vrai que la question de la démarche de la prévention paritaire est quelque chose qui fonctionne, particulièrement quand on est sur des intermédiaires type associatifs, plus que vous avez cité, qui malheureusement est une démarche qui aujourd'hui est assez restreinte. Peut-être aussi du fait de l'explication d'histoire et de l'évolution, et maintenant aussi en tant qu'étudiant en formation, d'influence sur les structures, certes. Mais ce qui a péché, je pense, en 2019, ça a été tout ce qui était également au complémentaire santé. Puisque c'est vrai que quand on allait s'inscrire dans l'enseignement supérieur, on nous disait qu'il fallait obligatoirement aller sur une complémentaire santé étudiante. Pour des soucis, parce qu'il y avait beaucoup d'ayants droit qui avaient déjà une complémentaire santé, qui du coup a recotisé en plus, en tout cas recontractualisé une complémentaire, ce qui était aussi dans le principe de la convaincue, dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, le fait d'avoir totalement enlevé le côté inscription, etc., RSSE, dès l'entrée dans l'enseignement supérieur et du coup complémentaire santé, qui conditionnait en fait, d'une manière presque illégale, quand on a ce discours au final, l'inscription dans l'enseignement supérieur, on n'avait pas le choix que de contractualiser le complémentaire santé. Si on en avait déjà une, et si on n'en avait pas, ça nous permettait d'en contractualiser. Donc c'est vrai que là, pour le coup, il y a encore quelque chose à faire. C'est aussi en ce sens qu'on fournit aujourd'hui à la page de développement de la complémentaire santé solidaire et de pouvoir la faire à avoir de droit lorsqu'on est étudiante et étudiant en aussi et qu'on en fait la demande, contributive et de pouvoir pallier ces difficultés qu'on a pu mettre, je pense, il y a quelques années, en 2017, 2018. Sans oublier, pendant la sécurité sociale, qu'à l'origine, il n'y avait pas de ticket modérateur, qui est mutuel, et de développer des projets. Ce n'était pas le remboursement de ce qui n'était pas remboursé. C'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on augmente le ticket modérateur, ben c'est sûr que si on veut mutuel, vous rembourser. Mais c'est général, c'est pas spécialement étudiant. Et juste avant de laisser la parole à Gabriel, un petit mot sur le petit questionnaire que vous avez dans vos welcome packs. Nous qui avons remplir aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ce soir, vous aurez la soirée gala, donc profitez de cette journée pour le remplir. Et vous avez le petit carton dans le hall d'accueil. Ou sinon, vous venez, enfin moi je serai là lors de la GEP pour filmer, vous venez directement et vous me les déposez, pour faciliter les échanges aussi. Et autre chose, là on a aussi mis quelques panneaux que les voyez, enfin, parfois on les met, parfois voilà, c'est différents panneaux d'exposition. Là vous avez juste des expositions, mais sachez qu'on a aussi d'autres expositions qu'on fait avec les mêmes concepts de panneaux kakemono. Là c'est sur l'aspect local, quelques AGE, et l'aspect international pour faire les ponts entre les deux. Mais on a aussi sur les logements une toute petite exposition sur les logements étudiants. On a sur la santé, et là on a vraiment toutes les œuvres, enfin voilà, les débuts, etc. Et sur la guerre d'Algérie. Du coup, voilà, n'hésitez pas. Et sur les 140 ans d'AGE, du coup là on a beaucoup plus développé différentes villes. Pas encore Toulouse, mais on espère qu'à un moment ou à un autre, on va les faire aussi. Voilà, de mon côté. Merci. Merci beaucoup. Donc on a eu une victoire. On a pu voir, je pense que 60% de participation de l'élection étudiante, on signe directement dès la fin de cette table ronde pour nous. Mais merci encore à toutes et à tous, aux intervenants d'être venus, on peut l'applaudir généralement. Il se prépare. Il se prépare, voilà. Merci.